L'Afrique. Un continent considéré comme sans histoire. Les livres d'école effacent toute l'histoire de ce continent, pour ne réduire ça qu'à la colonisation ou l'esclavage. Et c'est à travers plusieurs vidéos que nous allons replonger ensemble dans l'histoire riche et authentique de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans les paroles du village. Aujourd'hui, nous allons aborder l'Afrique durant la préhistoire. Dans la culture de ce continent, les langues, les rites et les histoires se transmettent principalement à l'oral, ce qui explique pourquoi l'on retrouve peu de traces écrites sur son histoire. Néanmoins, on peut retrouver des écrits de certaines civilisations, venant notamment d'Afrique du Nord, d'Égypte, d'Éthiopie, du Mali et d'autres, nous permettant de retracer tous ces événements dans un ordre plus ou moins chronologique, ainsi que bien évidemment tout le travail historique qui a été effectué en amont. A l'origine, il n'y avait qu'un seul continent appelé Pangée. Puis, suite à différents phénomènes naturels, ces terres se sont fissurées, brisées, puis éloignées. Ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui la dérive des continents. Excepté l'Afrique et les deux Amériques, qui avaient plusieurs noms qui malheureusement ont disparu après l'arrivée des colons, les continents tirent leur nom du latin, du grec ou encore de l'acadien. Pour les Amériques, le plus connu était Abya Yala, qui signifiait le continent de la vie. Le nom Afrique, lui, a des origines incertaines. D'après certains, il viendrait du mot Afar, qui signifie terre. Le mot est apparu pour la première fois en latin, au IIe siècle de notre ère, et a été utilisé par les Romains pour désigner une région spécifique d'Afrique du Nord, Carthage. Ce mot se référait d'abord à une région spécifique, puis a fini par désigner l'ensemble du continent. Au cours des 2000 dernières années, pour désigner l'Afrique, on utilisait souvent les mots Libye, Éthiopie, Guinée ou Soudan. Selon d'autres, le nom originel de l'Afrique serait Al-Keboulan, qui est le plus ancien nom d'origine indigène. Ce mot signifie littéralement le jardin d'Éden, ou mère de l'humanité. Cité par de nombreux auteurs, ce terme aurait été employé par les Nubiens, les Maures, les Numides, les Carthaginois et les Éthiopiens, soit différentes populations africaines avant la présence des colons. Venons-en maintenant au sujet de cette vidéo, la préhistoire. L'Afrique, berceau de l'humanité, une expression que vous avez sûrement déjà entendue. Très utilisée en paléanthropologie, elle tend à dire que c'est l'endroit où sont apparus et ont évolué les premiers hommes. Une théorie qui a été sujette à controverse, mais qui a finalement été approuvée due à différentes découvertes. C'est en Afrique que sont découverts les plus anciens fossiles d'hominidés, datant d'approximativement 300 000 ans avant Jésus-Christ, pour le genre Homo sapiens. Et si l'on pousse un peu plus loin, les ossements de Lucie ou encore d'autres vestiges comme Toumaï ou Aurora. Il faut savoir que la préhistoire se divise en trois grandes parties, le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. La période du paléolithique s'étend de moins 300 millions d'années à 12 000 ans avant Jésus-Christ. C'est la plus grande et longue période du monde et seule l'Afrique connaît toutes les phases de celle-ci. La définition du paléolithique est l'âge de la pierre ancienne. Dans les grandes lignes, chaque phase du paléolithique a été dominée par un type d'hominidé, où chacun a amené des améliorations et des avancées techniques. Les humains de cette période étaient des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire un mode de vie basé sur la chasse, la pêche et la cueillette, qui tirait parti des ressources disponibles dans la nature. Étant nomades à cette époque, les hommes se déplaçaient de manière cyclique et par saison, afin de pouvoir chasser, cueillir et pêcher à travers différentes zones. Ils habitaient dans des habitats précaires, comme des grottes, des cavernes ou des huttes, ou tout simplement dans la nature. Ils s'habillaient principalement avec des peaux d'animaux ou du feuillage. Cette période voit naître les premiers outils de l'humanité, tels que le galet aménagé, le biface, le racloir ou d'autres, qui sont des outils en pierre. Il y a aussi des outils en matière dure d'animaux, c'est-à-dire faits avec leur ossement, comme le poinçon, le lissoir ou encore le percuteur tendre, accompagnés bien évidemment d'armes comme l'épieu, la sagaie, le harpon, l'arc et la flèche. Tous ces outils et armes permettront à l'homme de fabriquer d'autres outils, de chasser et de pêcher plus convenablement, racler de la chair d'animaux, couper leur peau ainsi que couper du bois végétal ou animal, mais aussi de confectionner des premiers bijoux, des colliers composés d'eau, de pierre, de bois, de coquillages, ainsi que faire divers instruments de musique,
comme des flûtes. Naissent alors différentes industries, ayant chacune leur façon de tailler la pierre. L'art apparaît dans cette période avec l'art pariétal, rupestre et mobilier, ainsi que des sculptures taillées dans des matériaux variés. Sans oublier la découverte majeure de cette époque, le feu et sa domestication. Un processus qui a sûrement mis du temps à être maîtrisé, mais qui, par la suite, a servi aux hommes à effrayer les prédateurs, se réchauffer, s'éclairer ou cuire de la chair d'animaux. D'après les experts, les premiers hommes avaient un langage, simple, mais qui leur permettait de communiquer. Il n'y avait pas forcément de croyances religieuses, mais à partir du paléolithique moyen, on peut commencer à trouver des sépultures de corps enterrés sous terre. À partir de moins 40 000 avant Jésus-Christ, il est dit que l'homme commençait à domestiquer le chien. Le Mésolithique, dit l'âge de la pierre moyenne, qui durera 2000 ans, de 12 000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ, période qui succède au Paléolithique et précède au Néolithique. À savoir, la période du Mésolithique et Néolithique diffère selon les continents et régions du monde. Durant cette période, due au réchauffement climatique entraînant des changements environnementaux, il y a une disparition des grands herbivores des steppes tels que le mammouth et le renne, au profit des herbivores forestiers comme le cerf, le sanglier ou le chevreuil. Le mode de vie est toujours celui de chasseur-cueilleur. Cette diversification des ressources alimentaires va conduire les hommes à retourner à la reconquête de la forêt, et donc de devoir faire évoluer leurs techniques et outils de chasse, dont l'arc et les flèches. Sous un climat tempéré, proche du climat actuel, les groupes d'humains commencent à se sédentariser, ou à réduire leurs déplacements saisonniers. Le foyer de la néolithisation se situerait dans le croissant fertile du Proche-Orient, entre 11 000 et 9 000 ans, toujours avant Jésus-Christ. Les groupes d'humains, en partie déjà sédentaires, commencent à y domestiquer les animaux et les plantes, dans un but alimentaire. L'agriculture aurait été découverte par hasard. En faisant tomber des graines sur le sol et le climat étant tempéré selon les régions, les hommes ont pu constater que de graines, ils pouvaient pousser des plantes et des céréales. Les animaux sont domestiqués principalement pour aider à l'agriculture, mais aussi pour leur lait, leur laine et leur cuir. C'est un passage de l'économie de la prédation à celle de la production. Néanmoins, encore beaucoup de groupes d'humains continuent à être des chasseurs-cueilleurs, car la production prend du temps et est dépendante des aléas climatiques. Il existe aussi des groupes de pasteurs nomades, c'est-à-dire des éleveurs qui se déplaçaient continuellement à la recherche de pâturage. Ce passage va conduire à une explosion démographique, due à la sédentarité des hommes. Ce nouveau mode de vie va leur permettre d'utiliser les ressources aux alentours de leur lieu de vie. Ils apprennent aussi à contrôler l'approvisionnement, à conserver des aliments à travers différentes manières comme le séchage, la fermentation ou le boconnage, conservés dans des jarres, des silos ou des claies. En étant sédentaires, les hommes commencent à créer des villages, et c'est ainsi que naissent les premières sociétés. Il y aura même une organisation de la vie sociale à travers la hiérarchisation et la division du travail. On pourra alors constater dans cette période les premiers échanges de divers matériaux, de nourriture, etc. entre certains groupes d'humains bien distinctifs. Cette période est aussi caractérisée, comme son nom le dit, par l'innovation et la standardisation de l'outillage en pierre polie, de la poterie, du tissage et du développement de l'architecture. L'âge de la pierre polie amène aussi les outils et armes à évoluer, comme l'arc et les flèches, la hache, la houe et autres, qui permettent d'aider grandement pour l'agriculture, ainsi que pour d'autres techniques comme le tissage, le tressage, la vannerie, etc., qui permettront de consolider les premières pirogues avec la pose de nasses et de filets. Au néolithique, l'art est diversifié, présenté sous différentes formes de sculptures, de décoration d'objets, de parures ou autres œuvres rupestres. Sans oublier la poterie en céramique, considérée comme une des inventions les plus importantes du néolithique, qui sera standardisée à cette époque, à la différence des poteries en terre cuite qu'on peut retrouver au paléolithique supérieur. La fin du néolithique est marquée par l'émergence de la métallurgie, qui lance l'âge des métaux, qui, elle, débute par l'âge du cuivre. La fin de cette période est surtout marquée par l'invention de l'écriture et le début de l'Antiquité. Voilà, j'ai essayé de simplifier au maximum chaque phase. J'espère que ça vous aura plu et appris des choses.
à bientôt dans les paroles du village.